Salut les devins, c'est Saikyo. L'arc de préquel au film Dragon Ball Super Super Hero vient de se clôturer. Désormais, dès le chapitre numéro 91, attendu pour le 19 mars 2023 à 16 h de manière officielle, et je vous partagerai tous les leaks, résumés, spoilers qui vont bien, à la fois en avant-première sur cette chaîne YouTube, avec certains avantages exclusifs aux membres de l'ombre, mais toutes les vidéos que vous connaissez sur la chaîne continuent et continueront d'arriver comme à l'accoutumée sans aucun changement. Également des spoilers pour ceux qui me suivent sur ma page Twitter, bien évidemment. @SaikyoDevin, n'hésitez pas à aller follow par là-bas, ça fera bien plaisir. J'espère qu'on pourra se diriger vers les 20 000. Et au-delà de vous remercier infiniment pour tout cela, j'aimerais faire le point avec vous par rapport à mes attentes, à mes projections pour le nouvel arc super-héros, non plus sa préquel, mais bel et bien le corps, le plat principal, de manière assez brève et pour se mettre un petit peu en jambe, concernant sa durée. Là où sa préquel a duré 3 mois, 3 chapitres, je pense que l'adaptation du film super-héros et ses extensions plus les remaniements qui vont bien pourrait prendre environ 8 mois. C'était déjà l'avis préalable que j'avais, mais en réalisant que l'on s'approchait du chapitre numéro 100, qui est quand même une belle symbolique pour l'œuvre, je trouve, je pense que le faire durer 8 mois, soit du chapitre 91 au 98, pour ensuite en 99 avoir un petit chapitre de transition, de tranche de vie, d'explication, pour nous apporter un très gros morceau au 100e chapitre, serait plutôt bien vu. Surtout que en matière de timing, ça correspondrait avec le mois de décembre-janvier, période de Jump Festa 2024 donc, qui pourrait venir pousser de manière marketing toute cette potentielle nouveauté que Dragon Ball et Dragon Ball Super pourraient nous apporter. Mais ce dont je souhaitais réellement discuter avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose de nettement plus concret, c'est le scénario. Dès le chapitre 91, vous l'avez d'ores et déjà compris, mais je vais partir du principe que Toyotarou peut se permettre pas mal de liberté. Déjà parce que ça me facilite grandement la création de cette vidéo, et j'ai envie aussi de dire que ça permettrait de prendre soin du futur de l'arc, car s'il n'est qu'une redite pure et dure du film déjà connu depuis presque un an, Super Héros, ça va être lassant et même incohérent avec sa préquelle manga sur Goten et Trunks. Alors, à l'intérieur de ce film, retranscrit en version manga, du côté de l'armée du ruban rouge, j'aimerais tout d'abord en savoir plus sur la généalogie du Dr Edo et certains des membres qui la composent. Alors, l'histoire du Dr Gero est plutôt connue, mais j'aimerais bien qu'elle soit creusée. Malgré tout, ça reste secondaire et je donnerai surtout la priorité à sa femme, C21, dont le nom a été révélé, à savoir Vomi. Je sais à quel point ce nom peut être dégoûtant, mais c'est fait exprès. Tous les noms du côté de la famille du Dr Gero jusqu'au Dr Edo sont une référence justement au fait de vomir. Ce sont des jeux de mots d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'aimerais en savoir beaucoup plus aussi sur leur fils, que l'on connaît sous le nom de C16, mais qui s'appelait Gebo. Dans ce même film, on a vu que Carmine, l'assistant de Magenta, a pris la fuite. J'aimerais savoir ce qu'il va devenir. Vers quels horizons peut-il fuir? Sera-t-il réutilisé dans l'œuvre? Généralement oui, les gars du ruban rouge s'accrochent bien. D'ailleurs, en parlant de ça, Magenta finit par être tué par le Dr Edo dans le film via Hachimaru. J'aimerais énormément savoir s'il y a derrière un héritage à Magenta, car par extension c'est un héritage à Red du ruban rouge. Va-t-on pourquoi pas aller vers la fameuse Red Pants Army que l'on a connue, créée par Akira Toriyama pour le jeu Dragon Ball Online. Pour se rapprocher un petit peu plus du Dr Edo, j'aimerais en connaître plus et j'avais déjà émis cette demande par rapport à la préquelle, concernant ces technologies, ces espèces d'injections et de sérums qui le protègent, qui permettent à sa peau d'être protégée, même face à des impacts de balles, ou encore sa robotique qui me rappelle des nanotechnologies qui peuvent se moduler en termes de forme autour de son corps. Alors, ce que je vais dire là, je m'en fous pas mal, mais un lien avec le héros de film, le fameux Clean God que l'on a aperçu dans la préquelle, serait quand même le bienvenu. Parce que dans le film Super Héros, ce Clean God n'existe absolument pas. Par souci de cohérence, j'aimerais bien qu'il soit ramené un petit peu. D'ailleurs, en matière d'humour, bien que cela serait redondant, je verrais bien ce gars avoir une petite scène de confrontation ou de semi-combat dans laquelle on se rendrait compte qu'il est une espèce de Mister Satan bis, à savoir qu'il en impose beaucoup, mais que déjà sa nature humaine le rend faible face à des menaces, et ça on ne peut pas le lui reprocher, mais aussi que dans son esprit, il est faible, manque de courage, et peut-être que, un peu comme Mister Satan, il s'est attiré certaines lumières sur lui, alors que son palmarès ne compte absolument aucune prouesse. J'aimerais aussi, et j'espère pouvoir vous retrouver le visuel, en savoir et en découvrir concernant ce visuel a priori Saiyan à l'entrée de Red Pharmaceutics. Ça ne vous parlera peut-être pas, mais si vous avez suivi mes vidéos à l'époque avant la sortie du film, oui, et je vous en remercie. On avait eu des visuels promotionnels dans des magazines si j'ai bonne mémoire, et à l'intérieur de celui-ci,
on se rendait compte que devant Red Pharmaceutics, il y avait une espèce de pancarte ou d'affiche qui ressemblait un petit peu à Goku, Végéto ou Vegeta. Ça n'a pas du tout été montré durant le film, et on pourrait se dire que pourquoi pas le manga va faire quelque chose, en précisant que Red Pharmaceutics est la couverture du ruban rouge aux yeux du monde. En parlant de couverture et de choses cachées, j'aimerais pouvoir visuellement en découvrir plus sur ce qu'il y a derrière cette barrière, ce lieu d'installation du ruban rouge un peu wakandaïsé que Piccolo a eu l'honneur entre guillemets de découvrir du côté de la Z-Team dans le film. Je trouve que même par ses agissements, ses déplacements, même vis-à-vis des combats de Gohan ou de Piccolo qu'il y a eu là-dedans, on n'a pas vu assez de ce petit monde. Pourquoi la base d'installation s'est faite là-bas? On se rappelle des théories d'époque qui disaient que ça pouvait être lié au cratère ou au combat Gohan adolescent face à Cell, pourquoi pas? Est-ce que c'est un point choisi au hasard, un peu loin des regards? Est-ce qu'il y a des ressources particulières? Mais surtout, j'aimerais voir ces architectures dans le film. Ça avait l'air stylé, mais on est resté sur notre fin, je trouve. Également, je viens de les citer de manière détournée, j'aimerais en voir plus sur les Gamma. Non pas que je manque d'informations à leur sujet, le film était assez clair, mais j'aimerais m'attacher beaucoup plus à eux. Et surtout forcément à Gamma 2, vu qu'il meurt dans le film. J'ai trouvé que sa scène de sacrifice était visuellement magnifique, épique, impactante. Émotionnellement, je n'ai pas été captivé et touché à la hauteur que le moment méritait. Et pour une simple et bonne raison, ces personnages arrivent un petit peu comme des cheveux sur la soupe, à peine le temps de s'attacher à eux, et encore que le marketing du film a beaucoup aidé, car le film en soi est beaucoup trop léger je trouve, que déjà l'un des deux se sacrifie. C'est trop rapide et personnellement, j'aurais aimé m'attacher un peu plus pour ressentir plus de choses. De manière directement liée au ruban rouge, même si au final il est un sujet à part entière, Cell Max. Alors j'en ai déjà parlé durant ma review, donc je vais éviter de m'étaler à fond là-dessus, mais un rappel bref de mes attentes, je veux, oui je le dis, je veux voir l'intégralité des formes que ce Cell Max pourrait avoir, depuis l'imparfait, en passant par sa seconde forme, jusqu'au parfait. Alors comme je l'avais expliqué dans une vidéo de type Shorts, d'ailleurs merci pour la ferveur que vous accordez à celle-ci, il est vrai que Akira Toriyama nous a confié il y a de cela plusieurs années que sa forme préférée visuelle de Cell est la deuxième. Donc on peut faire aujourd'hui en 2022-2023 un lien de cause à effet en se disant que si Cell Max ressemble, c'est lié à une préférence de l'auteur. Bon, parmi les fans, on n'est pas énormément à aimer cette deuxième forme. Moi, je l'apprécie bien, mais elle est loin d'être ma préférée. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il pourrait quand même en avoir d'autres. J'ai même envie de dire que c'est presque un minimum syndical, vu la frustration causée par le film. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a été énorme. Je me répète un petit peu, mais me dire que je vais au cinéma et que je paye ma place et que je soutiens l'œuvre pour voir quelque chose qui est foncièrement et volontairement, c'est assumé, incomplet, ça me dérange beaucoup. C'est un peu comme si j'allais voir le dernier Creed, là, le numéro 3. Certains d'entre vous savent que je suis quand même très fan de la licence Rocky, moins de son extension Creed, mais ça reste quand même pas mal. Et qu'au final, cette fois-ci, l'adversaire de Creed, d'après les trailers, ça sera incarné par l'acteur qui joue Kang, du côté de Marvel, eh bien, s'entraîne, mais il va se faire un claquage à la jambe et va être obligé de faire son combat en boitant. Je serai complètement déçu. Même si le héros va se surpasser à la fin, même si Creed va au-delà de ses limites comme Gohan avec Gohan Beast, je serai moins attaché à sa prestation. Et je valoriserai alors beaucoup moins sa victoire. Et je préférerais voir Gohan ou Creed ou peu importe perdre à la fin face à un ennemi qui était au maximum de ses capacités, mais qui a perdu avec honneur, plutôt que de le voir gagner avec certaines facilités. Et là où ce combat face à ce Cell Max 6 millisecondes forme que nous avons vu dans le film face à Gohan Beast devient quasi obsolète et s'écarte le combat face aux Dino-droïdes à la fin du préquel face à Goten et Trunks et Krillin, il ne faut pas l'oublier, eh bien, se veut être déjà un copier-coller, voire même un résumé du combat face à Cell Max. Sauf que c'est dans un cadre chronologique de préquel, avant le combat face à Cell Max. Cela me fait alors perdre quasiment tout l'intérêt que je pourrais avoir vis-à-vis de ce combat-là. Bien évidemment, il y aura le plaisir de voir tout cela être refait en 2D visuellement, mais ici on est en train de traiter de scénario. En parlant de celui-ci, il y a le combat Goku-Vegeta, ce combat d'entraînement. Je comptais y dédier une vidéo séparée, ça ne sera peut-être plus le cas vu que je vais en parler ici, on verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais que celui-ci soit un petit peu plus ample. Et vu qu'il devrait en théorie apparaître dans la version manga, on pourrait se dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir un Goku face à Vegeta forme de base, nous aurons droit à Goku Ultra Instinct ou vrai Ultra Instinct face à Vegeta Ultra Ego, pour mieux comprendre les forces et les faiblesses de chacun, et mieux comprendre, et ça c'est très important même si on n'en parle pas beaucoup, où est-ce que les deux, respectivement Goku et Vegeta, se trouvent dans leur chemin d'enseignement. À savoir qu'il me semble que Goku a quand même fait beaucoup plus de chemin dans l'apprentissage de l'Ultra Instinct que Vegeta du côté de l'égoïsme, et cela pourrait lui jouer alors des tours lorsqu'il affronte Goku, qui a beaucoup plus d'expérience dans les pattes à ce jour, dans le maniement de ses maîtrises,
donc de type Migate et Ultra. Au-delà de la claque visuelle que ça pourrait être, supplémentaire par rapport au film, ils n'autoriseront peut-être pas les vagues de ki, ça sera peut-être que du combat au corps à corps, mais justement, les capacités d'esquive de Son Goku, associées au fait qu'il peut parfois manquer d'endurance face à la puissance dévastatrice de Vegeta Ultra Ego, mais qui est obligé d'encaisser des coups pour progresser, les deux vont tirer sur les cordes sensibles de l'autre, ça peut être super intéressant à voir. Et puis, ça permettrait, je pense, d'avoir notre petit combat d'entre deux arcs. Vous savez, normalement, lorsqu'un arc est terminé dans la version manga, c'est un petit peu la tradition de voir Goku s'entraîner avec Whis, voire même le combattre un tout petit peu. Et idem du côté de Vegeta qui souvent, même à chaque fois, prend sa raclée face à Beerus. Peut-être que là, ça sera mis de côté pour que Goku et Vegeta s'affrontent l'un et l'autre. Et ça serait intéressant. Le combat finira sûrement en forme de base, comme dans le post-crédit du film, mais j'aimerais qu'il le commence transformé. Restons sur la planète de Beerus et parlons du cas Broly. Déjà, j'aimerais savoir ce qu'il est devenu avec Shirai et Remo, quel parcours a été accompli depuis que Goku les a salués. Sur Vampa, ont-ils réellement parcouru la galaxie et l'univers? Sont-ils restés sur place? J'espère que non. J'aimerais avoir plus de commentaires de Whis et de Beerus à leur sujet, en sachant que Whis remplace un peu Piccolo de manière moderne dans l'œuvre Dragon Ball. Il a vraiment le rôle de l'ultra sage qui fait les commentaires nécessaires aux spectateurs et lecteurs aguerris, qui peut être en quête d'informations ou de précisions croustillantes. Forcément, j'attends et je veux voir beaucoup plus sur l'entraînement de Broly à son contrôle. Ce qui nous a été donné dans le film Super Héros n'était qu'une petite cacahuète qui était dans l'incapacité de satisfaire mon appétit. C'était bien trop radin. Un semblant d'évolution du côté de Broly, de ce côté-là, serait quand même le bienvenu. Un petit signe, quelque chose. Le plus gros mystère entourant Broly et sa présence sur la planète de Beerus, c'est pourquoi, fondamentalement, Goku a décidé de le transférer ici pour le protéger de Black Freezer. Freezer n'est pas mentionné sous sa forme Black dans le film, mais Goku prononce tout de même son nom à l'intérieur en disant qu'il s'avérait être une forme de menace pour Broly. Et c'est vrai que de manière rétroactive, lorsque l'on a vu la fin de l'arc Granola, on a commencé à comprendre pourquoi. Parce qu'un type qui est capable avec sa nouvelle transformation de soulever à la fois, de manière combinée, Goku vrai Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego, ça peut être clairement une réelle menace pour Broly. En tout cas, vis-à-vis de la puissance que Broly avait dans le film de 2018. On sait que sa puissance à Broly n'est prédestinée qu'à s'élever. Mais en l'état, et il faut garder que c'est le seul point de comparaison que Goku a en tête, le niveau de puissance qu'a développé Broly durant le film, il y a clairement moyen de se dire que Black Freezer l'a surpassé. Et si vous voulez mon avis, Goku, vrai Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego sont déjà nettement au-dessus de cette puissance-là. Mais bon, ça c'est un autre débat. La menace Black Freezer a-t-elle été directe avec Broly? Une confrontation avec Freezer qui arrive sur le lieu de vie actuel de Broly et le combat a pu être coupé in extremis par une téléportation de Son Goku par exemple? Ou alors la menace était-elle indirecte avec Whis qui a vu dans sa canne ce que prévoyait Black Freezer ou Freezer en a prévenu Goku, qui est allé faire un petit peu de la médiation avec Shirai et Remo, et qui a fini par les téléporter ou les déplacer vers chez Beerus, peut-être à l'aide de Whis, d'un cube, de sa canne, peu importe. En tout cas, cette menace de Freezer sur Broly doit clairement, ici et maintenant, être étoffée. C'est pour ça que pour ceux qui sont en attente de Black Freezer, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'arc super-héros. Ça ne veut pas dire qu'il faut se hyper de fou, mais quelque chose est clairement jouable si le scénario est maîtrisé. Il faudrait donc par extension en savoir plus sur les plans de Freezer, le lien qu'il envisage avec Broly, et pourquoi pas aussi voir ce que Beerus en pense. Est-ce que la puissance de Black Freezer commence à titiller Beerus ou pas, ou est-ce qu'il le trouve toujours ridicule? Mais surtout, est-ce qu'il estime qu'il constitue un déséquilibre pour l'univers? Parce que si un tel être se présentait, et a priori Moro ce n'était toujours pas le cas, même si je remets en doute cette affirmation-là, mais je ne suis pas l'auteur, est-ce que Black Freezer, lui, pourrait déranger les plans d'un dieu de la destruction et aller à l'encontre de sa fonction divine? Ça, c'est plutôt intéressant. On change complètement d'ambiance, mais on reste toujours au sein et au cœur de ce film. Je veux, et désolé si cela a l'air capricieux, mais clairement je veux, du C18 et même du C17, fortement impliqués, notamment sur le plan émotionnel. Je veux pas juste un petit regard de C18 lancé envers Gamma 1 et 2, pour moi, cette situation, un retour de Cellmax, des androïdes, le ruban rouge, le Docteur Edo, la descendance de Gero, doit impacter et impliquer les deux jumeaux au combat et sentimentalement. Pour moi, c'est obligé, cela doit faire ressurgir des traumatismes du passé, et en cela, le film super-héros s'est raté. Du côté de Piccolo, je pense qu'il faudra en savoir plus, notamment vis-à-vis de ses évolutions, potentiel libéré et la forme orange, développer beaucoup plus cette fameuse fierté de l'arbre Namek Adjissa. Ça a été balancé dans un petit texte promotionnel, etc., que c'était lié à ça. On ne peut décemment pas nous dire qu'une nouvelle forme qui fait monter à un tel point la puissance de Piccolo est liée à la fois à un vœu
et à la fierté de l'arbre Agissa. Il faut faire un lien de cause à effet, il faut assembler ces pièces de ce puzzle qui est quand même assez nébuleux. Alors je pense que ça restera sous la forme d'un vœu dans le manga, et je vous l'avais dit à l'époque de ma review et le répète ici, je n'ai absolument rien contre ce vœu de Piccolo. D'ailleurs, même si certains d'entre vous sont toujours contre, j'ai remarqué que beaucoup, quand ils avaient eu les leaks à l'époque, étaient contre ce vœu, mais quand ils ont vu le film, ils se sont rendus compte que finalement, que pouvait faire Piccolo? Il est arrivé au bout de sa formation personnelle, il est sur Terre, donc essayer d'aller sur Namek pour s'y entraîner ou fusionner, assimiler d'autres Namek, ça aurait pris un temps fou, surtout sans Goku pour le téléporter. On a vu que la fierté de Piccolo était énormément touchée, que tous ses vœux, etc., ça le dérangeait beaucoup, mais qu'il n'avait pas d'autre solution pour défendre son monde. Il a fait ce qui était nécessaire, tandis que ses limites naturelles et génétiques étaient atteintes. J'ai trouvé, et vous étiez plusieurs à me rejoindre là-dessus, après avoir vu le film complet, que l'enrobage apporté à cette facilité était acceptable. Mais je pense, malgré tout, ça n'empêche pas de rester nuancé, que l'on peut apporter nettement plus de lore. Déjà, nous expliquer pourquoi c'est jaune, pourquoi c'est orange. On part du vert quand même de base. Nous, c'est vrai qu'on s'est fait une petite idée avec la couleur des limaces dans la vraie vie, mais dans l'œuvre, ça pourrait avoir une justification. Pourquoi est-ce qu'il grandit, devient géant comme ça? Un peu une espèce de Hulk orange lorsqu'il prend cette forme-là. Et là, je vais inventer totalement, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, mais pourquoi pas lorsqu'il passe en orange, voir un plan sur la planète Namek, et voir tous les arbres Agissa en train de luire, s'illuminer, réagir, voir peut-être même des réactions chez les Namek eux-mêmes. Imaginez tout d'un coup les Namek entrent en transe pour maintenir le pouvoir de l'un des leurs qui est en train de s'activer, le pouvoir suprême d'Orange Piccolo. Pourquoi pas également quelques cases, ça ne mange pas de pain, sur Monaito, qui depuis la planète céréale ressent ce pouvoir Namek s'éveiller et pourrait le commenter et apporter également certaines explications. Du côté de son presque fils adoptif, du moins son protégé de quasi toujours, Gohan et Gohan Beast. Alors on pourrait avoir une sorte de mini-quête un petit peu avant que le film ne se lance. Bon, ça aurait plutôt eu sa place dans la préquelle, ça n'a pas été le cas, mais peut-être en introduction ou quelque chose comme ça, une scène dans laquelle Gohan va avoir un petit combat à mener contre quelqu'un du ruban rouge ou je ne sais quoi, sans savoir qu'il est du ruban rouge, dans lequel Gohan sera réellement malmené, une altercation assez brève qui mènerait à la défaite de Gohan, mais pourquoi pas aussi à faire ressurgir pendant quelques secondes sa bête, sans qu'il se transforme, sans qu'il ait les cheveux en pique, etc., mais que son visage et son corps expriment cela. Avoir une forme de prémisse, vraiment sans en faire trop. Mais surtout, une fois les événements du film terminés, j'aimerais avoir une explication. Du moment où elle est bien écrite, je l'accepterai. Mais à titre personnel, si l'on me parle du potentiel latent de Gohan, qu'on lui connaît depuis toujours, depuis son enfance, Raditz et j'en passe, pouvoir latent que l'on peut qualifier de bête, de bestial, au vu de la différence et de l'asymétrie qu'il y a par rapport à son caractère et tempérament de base, associé à une évolution des pouvoirs Kaioshin de l'Ultimate, et on se rappelle d'ailleurs de l'interview qui nous disait qu'à la base, le design de Gohan Beast devait être plutôt bleuté, ce qui me rappelle les teintes de couleur de peau des Kaioshin. Je pense que rien qu'avec ces quelques mots, on comprendrait mieux cette évolution de Gohan Beast. En tout cas, il ne faut pas qu'elle reste ainsi, et pour continuer de discuter avec vous de l'après-film et de ses ramifications directes, je mentionne à nouveau que de base, et on avait vu sur des storyboards de Toei Animation officiels que Gohan Beast à la base s'appelait Final Gohan. Je l'appelais ainsi lorsque je vous fournissais mes leaks, tout simplement parce que c'était son nom interne et ça a été confirmé ensuite. Sauf que la réelle dénomination est Gohan Beast par Akira Toriyama, donc on va la respecter. Mais si le terme de final a été enlevé, c'est peut-être, je pense, pour indiquer que ça ne sera pas sa dernière évolution et qu'une maîtrise supérieure peut arriver par la suite. On se rappelle de Toriyama en interview qui disait aussi par rapport à ce film que si Gohan devait évoluer encore, il ne sait même pas ce qu'il pourrait lui donner. Cela ne fermait donc pas la porte, même si ça laissait que peu d'espoir, ça permet d'entrevoir cette petite lueur vers l'avenir. Que cela soit à l'intérieur et après le film, j'attends de pied ferme Goten et Trunks. Nous avons eu une préquelle centrée sur eux. Si ils deviennent aussi anecdotiques qu'ils l'étaient dans le film super-héros dans l'adaptation manga, ça sera ridicule. J'attends de eux le Super Saiyan, j'attends de eux la fusion, peut-être réussie, mais si elle ne l'est pas, ce n'est pas bien grave. Ou alors pourquoi pas Gotenks raté, qui dans le manga passerait en Super Saiyan, contrairement au ratage du film. Franchement, je kifferais bien voir ça. Ça serait une petite nouveauté assez sympathique et drôle à la fois. Si on veut maximiser l'humour, on peut le faire passer en Super Saiyan et nous montrer qu'il est encore moins puissant dans cette forme-là qu'il ne l'est en forme de base. Je prendrai dans tous les cas. Aussi, pendant ou après Super Héros, j'aimerais voir si Trunks se rapproche un peu plus de la capsule corps, voir s'il va évoluer avec le temps et prendre en compte et en charge sur ses épaules la responsabilité familiale, voir également si de son côté Goten se met à délaisser les combats encore plus pour s'adonner aux multiples rencontres amoureuses.
D'ailleurs, sur ce plan-là, ça serait intéressant de voir si ce Goten qui se rapproche de la jante féminine montera toujours à terme sur Kinto-un, voir la vision d'Akira Toriyama par rapport à la notion de cœur pur. Après ce film, j'aimerais voir si un lien va être fait avec les propos du Dr Edo. Dans le film, il discutait de la possibilité de recréer des gammas à volonté, que c'était assez aisé pour lui. Alors, vu que Gamma 2 est mort, pourrait-il insuffler dans une nouvelle enveloppe physique l'esprit sauvegardé de Gamma 2? Ça enlèverait l'impact qu'a eu sa mort, la qualification de super-héros par Piccolo, mais ça permettrait de le réintégrer dans l'œuvre et d'avoir cette dualité Gamma 1 et Gamma 2. On sait à quel point Akira Toriyama aime les personnages en duo. Toujours du côté du Dr Edo, j'aimerais voir si en rejoignant la capsule corps post-film dans le département beauté et cosmétique de Bulma, ça a été établi dans le film, s'il ne va pas arriver à terme à une mauvaise expérience des pilules ou des crèmes ou je ne sais quoi qui vont vieillir physiquement Bulma pour que son design actuellement relativement juvénile corresponde à celui nettement plus âgé de la fin de Dragon Ball. Ça pourrait donner un semblant d'explication. J'aimerais bien sûr aussi en savoir plus et en voir plus sur Pan et son nouvel entraînement. Outre le fait de poursuivre son renforcement musculaire, je pense aux vagues de ki, elle en discute elle-même dans le film. Parler d'une si jeune descendance ne peut que me faire penser à Marron et Bra. On a vu un petit peu Bra dans la préquelle, on sent qu'elle se prédestine à être une Bulma bis, mais ça peut évoluer en grandissant, et rien ne nous dit qu'elle ne sera pas entraînée par quelqu'un, que cela soit Trunks, Vegeta ou autre. Le cas de Marron me paraît un petit peu plus particulier, mais la voir s'entraîner auprès de C17, ou pourquoi pas de sa propre mère C18, ne m'étonnerait pas non plus. Enfin, mes très chers devins, et pour conclure cette vidéo, en guise d'ouverture, pourquoi pas, à cet arc super-héros en manga, peut-être même dans l'entre-deux arcs, j'aimerais avoir une perspective d'avenir sur le fameux guerrier le plus puissant, qui nous a été promis durant tout l'arc Granola, qui au final ne s'est jamais pointé, et à propos duquel Whis nous a glissé quelques mots, en nous disant qu'il n'était potentiellement pas encore arrivé, mais que cela ne saurait tarder, ou peut-être qu'il venait à peine de naître. Alors certains théorisent sur Oob, personnellement je ne pense pas, car il était déjà né. Certains théorisent sur Gohan Beast. C'est intéressant, je pense qu'il en a le potentiel à terme, mais je ne pense absolument pas qu'il l'était à l'instant T du film super-héros sorti en 2022. Mes très chers devins, cela met un terme à cette vidéo concernant mes attentes pour le cœur de l'arc super-héros à venir en manga et l'éventail des perspectives d'avenir qu'il pourrait ouvrir. N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu vidéo. Si c'est le cas, malgré, je le sais parfaitement, l'absence de hype sur Dragon Ball ou Super en général en ce moment, je vous le demande sincèrement, un maximum de pouces bleus. Quand on arrive à minima à 1500 pouces bleus, généralement ça se passe plutôt bien pour mes vidéos. Je vous en remercierai infiniment si cela est possible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.